Fidèles téléspectateurs de la chaîne africaine de télévision, merci de nous rejoindre sur le plateau de décryptage, votre émission de l'édition spéciale qui décrypte pour vous l'actualité sur le continent. Voilà, nous parlons aujourd'hui de cette quatrième candidature du président ivoirien Alassane Ouattara. Candidature bien qu'attendue a quand même suscité beaucoup d'émotions au sein de la classe politique ivoirienne et surtout africaine. Attendue par plusieurs critiques sur le continent, nous en parlons sur ce plateau avec notre invité du jour, M. Jean-Yempabo Tiombiano. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Pafana. Je souligne que vous êtes secrétaire adjoint de l'association Burkina-Russie, c'est bien cela? Exactement. Alors, on va parler de cette candidature du président Ouattara. Ça vous a surpris ou c'était déjà attendu de votre part? Moi, personnellement, ça ne m'a pas surpris. C'est seulement on attendait le jour et l'heure. On attendait le jour et l'heure. Et l'heure, voilà. Donc pour vous déjà, dans les calculs, Ouattara allait se présenter. C'était évident. C'était évident. C'était évident. Est-ce qu'il y avait des signes pour vous, des signes précurseurs à cela? Est-ce qu'il y avait des signaux? Non, c'est comme, je pense qu'on a eu des sujets similaires à ça. On a dit déjà tout était bien cocoté pour M. Alassane. Et se présenter, c'était un impératif. C'était un impératif. Le président Ouattara a évoqué quand même des raisons qui tiennent la route. Nous suivons ensemble cet élément, voilà, le communiqué, voilà, à travers lequel il annonce sa candidature. Et puis nous revenons à notre décryptage. J'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la Constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays. C'est une réalité que personne ne peut nier. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider les acquis et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables. Nous poursuivrons l'œuvre de développement afin que notre pays continue sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Vous pouvez me faire confiance. Je suis déterminé à consacrer toute mon énergie à notre chère Côte d'Ivoire et à tous ses habitants. Que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. Je suis déterminé à mettre toute mon énergie au service de la Côte d'Ivoire. C'est à travers ces expressions que le président Ouattara a terminé cette annonce de sa candidature. Il l'a dit également à l'entame, la Constitution lui autorise à être candidat, sa santé également le permet, les défis sécuritaires, économiques, monétaires et également aussi
on va dire, le bien-être des populations ivoiriennes également, tiennent à cœur également au président Ouattara. Voici les raisons, entre autres, qu'il a évoquées pour cette 4e candidature. M. Tiombiano. Bon. Comme vous, j'ai aussi écouté son discours. C'est cela. Très bien préparé pour jouer sur le mental des Ivoiriens. Je pense que l'opposition est là. Ça n'étonne personne. Bon, selon moi, je pense qu'il parle de sa santé, lui permet, bon, ça c'est lui qui dit ça. Et ici, après un mea culpa, il trouve une phrase un peu pour jouer sur la conscience des Ivoiriens, notamment sa fameuse phrase qui dit que la parole... oui, le devoir... Le devoir tranchant sur la parole donnée. Bon, je ne sais pas, il se prend pour un dieu ou le seul capable de diriger la Côte d'Ivoire. Si la Constitution déjà lui permet d'être candidat, il peut. Oui, la Constitution lui permet, parce que déjà, vous voyez qu'ils ont, le mandat passé, ils ont falsifié les choses, en tout cas pour lui permettre. Ça, je suis entièrement d'accord. Parlons de la Constitution de 2016, la modification au niveau de 2016, au niveau de la Constitution. Exactement. Donc, pour cette fois-ci, je pense que la Cour constitutionnelle, c'est ça, ne peut pas empêcher sa candidature. Donc, c'est de bon augure. Mais maintenant, moi, à savoir si les conditions sont réunies. Il y a l'opposition de l'autre côté, aussi qui ne lâche pas prise. Est-ce que l'opposition pourra véritablement contrebalancer? Parce que jusque-là, nous sommes, on va dire, à moins de 3 mois des élections. Si jusque-là, l'opposition n'a pas pu véritablement peser, ce n'est pas à 3 mois que l'opposition pourra je pense que l'étape de victoire, ils ont déjà... passé par là, qui était effectivement de demander à ce qu'on puisse réinscrire les noms de ses opposants sur la liste. C'était déjà pour moi une étape déjà bien gagnée. Et à ajouter ici la déclaration de M. Ouattara, je pense que c'est à l'opposition, en tout cas pour moi, si je peux me permettre du terme, voilà, outre surpasser ces restrictions pour voir effectivement dans quelle dynamique amener ces candidats qui ont été écartés. Voilà, à revenir sur la liste. Sinon, je pense que ici, si l'opposition ne fait bon, pour moi, je sais que l'opposition déjà prépare quelque chose. La population également. Sinon, si l'opposition ne fait rien, si la population, bras ballants, laisse les choses ici. Mais est-ce que vous pensez que l'opposition a aujourd'hui les leviers en main? Parce que cette opposition, on ne la sent pas. Pour le moment, parce que, vous savez, on n'anticipe pas. Il y a dans certaines situations où on n'anticipe pas. On attend voir. Parce que, et là, ce qui était plus attendu, c'était ici ce que M. Ouattara vient de dire, sa candidature, s'il devait se présenter ou pas. Maintenant, il veut se présenter. On verra maintenant, certainement dans les jours à venir, quelle sera la réaction maintenant de ses opposants. Et à mon avis, je pense que oui, les leviers sont là, toutes les conditions sont réunies, parce qu'il y a ici une partie de la population, franchement, qui n'adhère pas à la feuille de route de M. Ouattara. Vous pensez, hein? Oui, je suis tout à fait d'accord, parce qu'il laissait les choses un peu superficielles. Parce qu'actuellement, il y a des trucs où on pense que M. Ouattara a le contrôle, a le monopole parfait de la situation, mais je ne pense pas que c'est le cas. Mais avec la situation, comme vous la décrivez, si le président Ouattara sent véritablement de la fumée, comme on aime à le dire, un déclic où M. Ouattara pourra dire « je me retire peut-être pour la bonne marche de la Côte d'Ivoire, pour la sécurité de la Côte d'Ivoire », est-ce qu'on pourra envisager un chemin pareil? Je ne pense pas, parce que son pion fort n'est plus là, notamment M. Gon. Mais il y a plusieurs Gon Coulibaly au sein du RHDP. Vous savez qu'en politique, malheureusement, nos politiciens ont un seul problème. Le plan B, ils ne prévoient jamais un plan B. Ils sont toujours focalisés sur le plan A. Et malheureusement, quand là-bas, ça faille, bon, il y a tout un problème. Raison pour laquelle il vient en évoquant, bien sûr, ce qui le motive à se représenter. Donc moi, je pense que si il ne pourra plus faire marche arrière, parce que le vin est tiré, il a dit que c'est la jeunesse un peu partout, la jeunesse paysanne, voilà, Staden et autres qui, bon, tous sont d'accord à ce qui se présente. Donc en tant que maître des lieux, en tant que Dieu, qui trouve que sans lui, ce qu'il a évoqué comme faille, notamment les questions sécuritaires, monétaires et autres, sans lui, personne ne peut faire. Je pense qu'il y a pas... Sans lui, quand même, le président Ouattara a quand même toute une équipe autour de lui. Mais c'est ce qu'il a dit. Écoutez, c'est ce qu'il fait. Le collaborateur chevronné qui travaille également au four et au moulin. Je pense que si c'était le cas, il pouvait trouver parmi ceux-là quelqu'un pour le représenter. S'il ne l'a pas fait, c'est ce qu'il dit. Il est le seul capable, voilà, de remettre la Côte d'Ivoire, selon lui, sur la bonne voie, essayer de relever ce défi monétaire et, comme on appelle, la situation sécuritaire aussi dans la sous-région, lui préoccupe. Et il trouve que lui seul, il est capable de régler tout ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a plus quelqu'un capable de représenter son parti politique pour les élections présidentielles. C'est dommage pour moi.
Alors, M. Thiombiano, parlons d'un aspect quand même, on va dire, très essentiel dans cette dynamique. Nous avons suivi également les différentes médiations de la CEDEAO, des Nations Unies, de l'UA également, et nous avons écouté le président, l'ex-président Laurent Gbagbo, qui disait le combat contre le 4e mandat, je vais le mener jusqu'au bout. Alors qu'on sait que le président Laurent Gbagbo, comme on le dit, hein, c'est un sphinx de la politique, on va dire, africaine. Voilà. Et également, de l'autre côté, on a le PDCI. Exactement. On a également les autres candidats qui ont été mis à l'écart. Alors aujourd'hui, le président Ouattara, pour ce 4e mandat, où beaucoup de personnes ne l'attendaient pas véritablement pour qu'il passe la relève, l'annonce vient de tomber comme un coup de massue. Alors, quel schéma probable à on va dire à quelques semaines de ces élections peut se dessiner? Pour moi, ma perception des choses, c'est de demander d'abord à l'opposition d'aller souder. Parce que ne pas permettre qu'une chose vienne les dissuader ou les disperser. Voilà, parce que c'est très important. C'est un passage obligatoire pour la classe politique, notamment les opposants. Être soudés. Être soudés, aller en bloc. Parce que, connaissant M. Gbagbo, un fin stratège, je pense qu'il a tout ce qu'il faut. M. Thiam également, et y compris les autres opposants qui ont été écartés. Et ici, ils ont un destin commun. Si rien n'est fait et que M. Ouattara passe, je pense qu'en 2030, il le fera également. Rien ne pourra l'empêcher. Donc je pense qu'actuellement, c'est le tout pour le tout. Et ils ont intérêt à se lancer. Ils ont intérêt à se lancer et mettre tout ce qu'il faut, franchement, pour barrer la route au mandat de M. Ouattara, ou au cas contraire, participer à l'élection comme ils l'ont demandé. La réinscription de leur nom sur la liste électorale. Moi, je pense que c'est tout ce qu'il faut faire. Des velléités de troubles également sont envisageables? Parce que déjà, pour le 2 août, la marche PPACI-PDCI qui a été annulée. Nous avons écouté également les différents comptes rendus des représentants de l'opposition. Est-ce que des velléités de troubles peuvent survenir? Ça, c'est des trucs à notifier. Je pense qu'à l'avance, il fallait prendre en compte tous ces béabas-là. Parce que c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit, il y a un certain moment, quand vous partez sur une base, en tête, vous êtes consentant pour faire, par exemple, une marche, une activité ou quoi que ce soit. Et à un certain moment, on vous dit que non, ça doit être reporté. Tenez-vous bien qu'il y a une ruse qui se joue dans ce précaré. Et c'est pour dire quoi? M. Gbagbo, M. Ouattara, du moins, ne lâchera pas prise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Infiltrer notamment ces politiciens et essayer de toucher un peu partout pour voir s'il y a lieu de les déstabiliser d'abord au sein de leur coalition. Moi, je pense que c'est cette ruse d'abord qui est préparée. C'est ce que j'ai dit à l'entame. Il va falloir que ces opposants restent soudés, convaincus que leur lutte doit payer, vaille que vaille. Moi, je pense que c'est ça. Mais qu'est-ce qui divise tant cette opposition-là? On ne manquera pas de souligner, il y a ici ces guerres intestines, l'ésophage bien sûr. Toucher certaines personnes dans tous les bords pour dire, bon, laisse passer. Après quoi, on peut te promettre, on te trouvera un poste, pour que tu puisses aussi te sucrer la bouche. Donc moi, je pense que je demanderai à l'opposition de mettre l'accent sur ça, parce que c'est un combat noble. Un combat de souveraineté, un combat de liberté et aussi un combat de dignité. Parce que laisser passer ça comme une lettre à la poste, je pense que c'est des foutaises. Un boycott de toute l'opposition aussi est-elle envisageable? S'il le faut, pourquoi pas? Il faut jouer toutes les cartes. Toutes les cartes? Voilà, il faut jouer toutes les cartes pour que ça ne puisse pas passer comme M. Ouattara le pense. Je pense qu'on ne peut pas permettre un sabotage pareil dans un pays souverain comme la Côte d'Ivoire, un très grand pays que je respecte. Je pense qu'on ne peut pas... Mais je pense bien que tout se fait également dans les règles de l'art, quand la Constitution également autorise le président Ouattara à le faire. Oui. Et puis également aussi, on peut s'appuyer aussi sur les chiffres, les résultats également qu'il a engrangés pendant sa mandature, pendant ces 2 mandatures-là. On va dire les 3, pardon. Parlant de quelle constitution? Des constitutions taillées sur mesure. C'est quand même une constitution où des personnes quand même ont voté. Non, nous connaissons ici les organisations africaines, panafricaines, les constitutions, tout ça l'a taillé sur mesure. Là, nous savons comment les choses fonctionnent. Voilà. Donc pour vous, le président Ouattara a tordu le cou à cette constitution-là dans cette perspective? Parce que quand on est élu, le tout premier combat, c'est de mettre les gens ce qu'il faut à la place qu'on veut. À la place qu'on veut. Pas qu'il faut.
D'accord. Prend déjà en otage les postes clés. Voilà, les postes où on fera recours à ces postes, bien évidemment, quand le besoin va se présenter. Donc moi, je pense que c'est des constitutions, c'est des trucs qui sont taillés sur mesure, sur sa propre mesure. Sur sa propre mesure. Oui. Alors, M. Thiombiano, parlons, on va rester dans la même dynamique, mais on va parler maintenant de dynamique sous-régionale. Pensez-vous que le contexte actuel aujourd'hui de la sous-région aurait quelque chose à voir avec cette décision du président Ouattara? On va dire ses calculs aujourd'hui. Bon, je pense qu'on n'ira pas dans le secret, mais il faut se dire que oui, ça a un impact. Parce que connaissant aujourd'hui comment dirais-je, un peu ces bisbilles qui existent entre ces pays, on peut se dire que bon, il y a une fausse carte à quelque part. Voilà, notamment que M. Ouattara veut jouer. Malheureusement, c'est de dire qu'on voit venir tout. Voilà, ce n'est pas une candidature où il faut qu'il brigue s'il le fallait, mais il faut qu'il brigue parce qu'il le faut. M. Thiombiano, est-ce que ces cartes face cachée dont vous évoquez, est-ce que vous pouvez quand même les découvrir pour qu'on comprenne mieux voilà, ces calculs? Parce que le président, comme vous l'avez dit, pour vous, le contexte justifie cette candidature. Nous voyons toutes ces manœuvres à partir de ce pays voisin pour déstabiliser notamment l'AES, plus précisément le Burkina Faso. Je pense que ce n'est pas une chose nouvelle. Et tout a été voué à l'échec à plusieurs reprises. Et je pense qu'ici, peut-être qu'il y en a qui tirent toujours sur la ficelle. Et vous savez que je ne manque toujours pas de pointer du doigt ces valets locaux et l'impérialisme en question, qui trouvent que c'est le pion idéal par qui il peut passer effectivement pour satisfaire les sales besoins. Malheureusement, qui ne pourra pas avoir un effet sur l'espace AES et le Burkina Faso plus précisément. Donc c'est pour dire ici que ce sont eux qui ont renouvelé leur confiance sur leur pion en question pour dire, bon, va, nous allons te soutenir et tiens mordicus parce que notre plan jusque-là n'a pas abouti. Et tu es le pion idéal qui peut nous faciliter les choses. Parce que ici, comme on le parle, on souligne chaque fois, si M. Ouattara décide de laisser le fauteuil, qui va venir? Il y a quand même des hommes capables en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins. Est-ce que c'est des hommes capables de travailler de mèche avec l'impérialisme? Là est la question. C'est-à-dire le président Ouattara travaille en étroite collaboration. Avec l'impérialisme. Oui. Donc maintenant, est-ce que si M. Ouattara partait, celui qui va venir sera à mesure? Et qui vous garantit que celui qui viendra également ne sera pas de ce côté-là? Il y a souvent la casquette, la posture de la personne qui pèse. Vous savez qu'à un certain moment, quand vous parlez de Blaise Compaoré dans la sous-région, c'est de qui il s'agissait? C'est cela. Voilà, c'était la personne en question qui était influente, qui avait tout ce qu'il faut pour aboutir à ses fins. Donc, M. Ouattara, connaissant M. Ouattara, effectivement, il a la casquette parfaite d'un déstabilisateur, permettez-moi du terme. Donc, raison pour laquelle l'impérialiste et ses valets locaux misent sur la personne en question. Sinon, 83 ans, dites-moi, pour quelqu'un, chaque 2 semaines, chaque mois, fait la navette entre... Paul Biya, 92 ans. Oui, mais Paul Biya, est-ce que Paul Biya fait le tour des cliniques comme Ouattara? Ah, mais est-ce que vous connaissez son agenda sanitaire? Eh bon, on le voit sur la toile. Voilà, il passe plus de temps à Genève qu'au Cameroun, on le dit souvent. Bon, quand on dit chacun porte sa croix. Oui, chacun porte sa croix. Voilà. Alors, cette situation, aujourd'hui, vous la décrivez dans une posture de, on va dire, le président Ouattara est candidat parce qu'il veut rester encore, pour encore assurer, on va dire, les services de l'impérialisme. C'est bien cela. Oui. Alors, pourquoi, on va le dire, on se pose toujours cette question-là, pourquoi toujours accuser l'impérialisme quand on sait qu'aujourd'hui, on a les leviers en main au sein de l'AES? Oui, on n'accuse pas l'impérialisme. C'est les maîtres de la manœuvre qui ont leur épicentre qui se trouve à quelque part avec la complicité de certains dirigeants. Voilà. Donc, ce sont eux qui tirent sur la ficelle. Et malheureusement, ces valets locaux, ces mauvais fils de l'Afrique, voilà, qui prêtent toujours le flanc pour être un canal, voilà, par lequel on pourra passer pour déstabiliser ou pour faire du mal à leurs frères africains. Donc on ne peut que pointer du doigt l'impérialisme qui ne veut pas qu'il y ait la paix, qui ne veut pas voir cette Afrique prospérer, qui ne veut pas voir effectivement ces leviers que nous avons en main soient bénéfiques pour nous. Mais aujourd'hui, l'AES a quand même ses leviers en main. Le président Ouattara gère aujourd'hui, on va dire, un dossier brûlant, l'élection présidentielle d'octobre prochain. Vous pensez-vous qu'il y aura le temps véritablement
de s'attarder ou encore de s'occuper encore de ce dossier AES? Le dossier AES est un grand point. Il y a des sous-points. Il y a des sous-points. Et ces sous-points-là, en fait, nous allons passer notre temps à avoir le regard rivé sur le point principal, qui est les élections. Et malheureusement, si on n'y prend pas garde, ces sous-points peuvent nous créer des problèmes. Donc, c'est aussi une politique. Voilà, vous envoyez vers quelque chose, détournez votre vision sur la lutte commune. Raison pour laquelle nous ne manquons pas à chaque moment de dire aux militants, aux camarades, de rester vigilants. Rester vigilants parce qu'on ne va pas se focaliser sur ce point qui est l'élection de M. Ouattara au niveau de la Côte d'Ivoire et sous-estimer les sous-points. Parce que là, on vous embarque et vous créez un vide. Et on profite par là-bas et vous faire du mal. Donc, si c'est ce qu'ils envisagent, si c'était atteint, je ne pense pas que M. Ouattara allait se présenter. Mais aujourd'hui, quand on prend la position de la Côte d'Ivoire au sein, on va dire, du bloc ouest africain aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est instable, comme l'a dit, on va dire, un diplomate lors des médiations, si la Côte d'Ivoire se sent mal, c'est toute la sous-région qui va se sentir mal aujourd'hui. Alors que le Burkina, le Mali, le Niger, ces trois pays ont assez de ressortissants en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Une crise en Côte d'Ivoire n'est pas souhaitable. Alors aujourd'hui, on va dire une porte de sortie, on va dire probable selon vos calculs. Quelle peut être cette porte-là pour vous, M. Thiombiano? C'est de remettre tout entre les mains du Dieu parce qu'une porte de sortie... M. Ouattara pourrait avoir la solution. Oui. Lui seul, il a la solution. Il sait pourquoi il s'est représenté. Il pourrait avoir la solution. Pas dit qu'il peut avoir la solution. Il pourrait avoir la solution. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'il va vouloir mettre cette solution-là en marche. Aujourd'hui, dire à M. Ouattara, vous représentez pour les élections peut créer des problèmes, des troubles pour notre chère Côte d'Ivoire. Il vous dira, mais peu importe, de toute façon, que lui, il soit maintenu, ou qu'il vous trouvez d'autres issues pour lui, où il ne sera pas traqué. Parce que le problème, c'est quoi? Ce n'est pas de parti le problème. Vous savez, ces gens-là, souvent les gens viennent aux affaires, ils créent des problèmes qui peuvent les suivre jusqu'à là où ils ne pensent pas. Et maintenant, pour cacher ça ou pour ne pas être comme à la face du monde, créer d'autres problèmes. Voilà. Donc, M. Ouattara peut avoir la solution, mais malheureusement, il n'est pas partant pour cette solution. On ne doit pas être aussi pessimiste jusqu'à ce point. Bon, la question de la Côte d'Ivoire, on a commencé à parler de ça depuis belle lurette. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui arrive. Oui, donc on ne peut que s'en tenir à ça. On ne peut que s'en tenir à ça. Et espérons vivement qu'une sortie heureuse soit trouvée à cette situation. Voilà, c'est selon les critiques, voilà, la candidature du président Ouattara va susciter, on va dire, des violences, des remous un peu partout dans le pays. Mais nous croisons les doigts, nous sommes sûrs que rien de cela ne pourra arriver. Monsieur Thiombiano, alors, quelles leçons, on va aller sur un plan, à un niveau un peu plus global, quelles leçons aujourd'hui peut-on tirer de cette situation qui ressemble, qui est similaire à beaucoup de situations également sur le continent? On a par exemple le Cameroun, le Togo, on a eu le Gabon, on a eu le Tchad, on a même eu le Burkina Faso, oui, on a la Côte d'Ivoire. Alors, quelles leçons peut-on tirer de ce genre de situation pour que, on va dire, les générations futures ne puissent pas vivre cela? Quand on prend le Togo, par exemple, c'est 58 ans de dynastie pour une famille. Voilà, pour un enfant qui a 58 ans, qui n'aspire pas, même pas à devenir un chef d'État, quelles leçons peut-on tirer véritablement de ces situations sur notre continent? Bon, c'est déplorable, ça fait mal de voir des gens s'accaparer souvent d'un pouvoir. Et il y a manque de vision. Et cette vision, c'est quoi? On n'a jamais pensé à former une relève. Si aujourd'hui, M. Ouattara vient dire qu'il y a des problèmes, qu'il juge que lui seul est à mesure de régler ces problèmes, ça veut dire que... Pas qu'il est seul, l'expérience. Mais justement, on peut transmettre tout ça. Oui, mais le président Ouattara transmet. Autour de lui, quand même, il y a des hommes chevronnés. Si tel était le cas, je pense qu'il pourrait présenter ces gens. Mais une collaboration au sein d'un gouvernement, c'est pas mauvais. Non, lui-même, il peut revenir comme collaborateur.
il passe la main et il revient comme consultant. Ça peut se faire. On a vu ça ailleurs. Quelle leçon on tire de ça? La leçon ici, c'est pour dire que il va falloir que les données changent. Sinon, l'Afrique va passer son temps à se détruire, à se construire, à se déconstruire. Parce qu'il y a manque de vision, comme je l'ai dit à l'entame. Nos présidents, une fois aux affaires, pensent qu'ils viennent d'abord pour... ils s'accaparent tout du pays en question. Voilà, se dire que voilà, je vais tout monopoliser, mettre tout à ma disposition, et le volet militaire, tout ce qui entoure ça. Et si quelqu'un se levait pour vouloir toucher à ce fauteuil, malheureusement ne parviendra pas. Et il y a ici le hic, le véritable souci est qu'il y a une franche collaboration entre nos dirigeants et ces impérialistes que je ne manquerai toujours pas de pointer du doigt. Ce sont eux qui te proposent. Ils savent que nous sommes friands, voilà, des délices du pouvoir, et ils viennent nous proposer ça sur un plateau d'or. On te dit voilà ce qu'il faut faire. Et nous, on est prêts à t'accompagner jusqu'au sacrifice suprême. Ici, ils te donnent une bénédiction. Voilà, une bénédiction que nous savons bien sûr que si l'impérialiste, par ses malices, se lève pour faire des trucs pas catholiques, bon, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, ils viennent, ils s'éternisent pour dire non, comme déjà mes pères m'ont béni, bon, quel père, voilà, ils m'ont béni, je peux faire ce que je fais. Piller, leur permettre de piller, pourvu que moi, ma descendance et mon entourage soient à l'aise. Et je pense qu'ici, c'est le véritable souci. À écouter le camarade président, capitaine Ibrahim Traoré, il dit que ce n'est pas pour lui. C'est pour la masse. Et je pense qu'aujourd'hui, si on vient, on se soucie de la masse, on tient compte que ce n'est plus nous. Nous sommes à la tête, nous représentons une masse. Et nous devons batailler, nous devons faire tout ce qu'il faut pour que cette masse-là soit satisfaite. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse dire que non, je vais rester éternellement sur le pouvoir. Voilà, tout passe, tout tarit. Parce qu'à un certain moment, tu trouves que tu as ce qu'il faut pour... mener à bien peut-être un pays, une organisation ou quoi que ce soit. Mais tiens-toi bien que les choses, les données changent. Il faut passer la main, il faut que ça soit un truc, il faut alterner les choses. Il faut alterner. Voilà, il faut alterner les choses, permettre aussi qu'il y ait une relève pour pouvoir continuer. On regarde par exemple la politique en Afrique du Sud. Ils reviennent, ils sont consultants à quelque part, ils accompagnent le pouvoir en place pour dire voilà, ici on a failli, mais prenez ce chemin en tout cas pour parfaire ou pour bien faire les choses. Moi je pense qu'il faut avoir ces idées. Tout dirigeant africain doit avoir ça en tête pour dire non, je ne suis pas le seul intellectuel, je ne suis pas le seul capable de diriger un pays. Il faut aussi passer la main à d'autres et venir s'asseoir haut les mains. Voilà, pour pouvoir un jour être pointé du doigt pour dire voici un exemple. Moi, je pense que c'est ça. Tout dirigeant africain doit avoir ça dans la tête. Doit avoir cela dans la tête. Oui. Merci bien, M. Thiombiano. Comme vous le dites, on peut servir son pays à tous les niveaux. C'est bien cela? Exactement. Merci bien à vous. Alors, un message au peuple frère de la Côte d'Ivoire, parce qu'on va dire le compte à rebours est lancé, comme disent certains entre griffes. Voilà, parce que tout le monde attendait cette annonce officielle du président Ouattara sur sa candidature. L'annonce a été faite. Voilà, beaucoup de personnes ont commencé à mettre le compte à rebours en marche. Pourquoi? On ne sait pas véritablement. Un message pour le peuple frère de la Côte d'Ivoire pour cette élection d'octobre 2025. Mon message, c'est un message de paix. Et on ne souhaite pas revoir la Côte d'Ivoire plongée dans un chaos. Ça ne fait pas du bien pour nos frères ivoiriens, ni pour ceux qui vivent là-bas, qui ne sont pas ivoiriens. Ça ne fait pas bien aussi pour la sous-région. C'est un pays, un très beau pays que nous aimons bien avec pas mal de ressources. Et ce que je demande ici, je pense qu'à la limite, il va falloir que la jeunesse soit raisonnable. Soit raisonnable, il va falloir que cette jeunesse, qu'elle prenne son destin en main. Amen. Voilà, ne pas permettre que quelqu'un qui était censé régler une situation en 10 ans vienne s'éterniser sous prétexte qu'il est le seul, je m'en tiens à ces mots, capable de régler cette question de sécurité, de monétaire et autres, tout ça. Non, je pense qu'il faut alterner, comme lui-même il a prôné l'alternative au début de sa venue au pouvoir. C'est très important. Et je ne dirais pas qu'il faut aller au front ou à l'affront. Bon, je pense que s'il le faut, je pense que c'est la solution.
Donc pour vous, s'il faut aller... C'est la solution parce que c'est dans la lutte. S'il faut aller à la violence, il faut y aller. Oui, c'est dans la lutte qu'on arrache la liberté. Dans la lutte qu'on arrache la liberté. Exactement. Donc, croiser les bras ne viendra pas résoudre la situation. Parce que lui, il est bien entouré. Et il a tout un blocus autour de lui. Et ces gens se sucrent. Je sais que la Côte d'Ivoire peut être mieux que ça. On a vu toutes ces promesses que M. Ouattara a faites. Malheureusement, je ne vois pas une des promesses qui a été, en tout cas, tenue. Vous avez des chiffres? Bon, les chiffres, parce que on s'en tient à ce qu'on voit. Monsieur Tiombiano, quand même, les choses, quand même, quand vous allez... Oui, les choses bougent. Quand vous allez voir quand même les chiffres, également en termes d'infrastructure, les choses ont... Je suis tout à fait d'accord. Les choses ont bougé. Monsieur Pafanam, un artiste dit que tout est joli, mais on a faim. Monsieur Tiombiano. Oui. À quoi ça sert de construire un pays du monde où la population est dans la misère, la population en question vit dans la misère? Monsieur Tiombiano, oui. Vous savez, les questions d'économie de pays ne dépendent pas, on va dire, d'un groupuscule de personnes, peut-être qui n'arrivent pas peut-être à atteindre le même niveau que les autres. La Côte d'Ivoire a évolué, la Côte d'Ivoire a avancé. Jusqu'à un certain niveau. Tout à fait. Donc on ne peut pas faire table rase quand même de tout ce qui a été fait. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc ce sont des résultats quand même à mettre à l'actif de M. Ouattara. Et oui. Pour ce qui est de la violence, on ne va pas souhaiter cela parce que la violence n'engendre que la violence. N'engendre que la violence. Et donc, nous prions véritablement qu'il y ait paix et également encore la paix, voilà, en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la paix également, voilà, dans tous ces pays de la sous-région ouest africaine. Effectivement, c'est mon souhait aussi. Merci infiniment. Oui. Merci infiniment. On va tous prier pour que cette paix-là revienne. Voilà, on va dire dans notre sous-région ouest africaine. Que tous ces pays puissent véritablement se fréquenter sans souci et que les élections également prochaines en Côte d'Ivoire aussi puissent se dérouler dans de meilleures conditions. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Votre premier numéro de décryptage recevait M. Jean Yempabo Tiombiano, secrétaire général de l'association Burkina-Russie. Avec lui, nous avons parlé de cette 4e candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain du président Alassane Ouattara. Les enjeux, les défis à relever, voilà, nous avons passé tout cela au scanner. Vos avis également sont attendus sur notre page officielle. Merci à vous et on se retrouve pour un autre numéro de décryptage.